Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Michèle Lau. Bonjour Michèle, ça va? Ça va très bien, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Michèle est la directrice générale de Alibaba en France, Managing Director, Co-Managing Director, parce que vous êtes deux de Alibaba France. Exactement. Et c'est formidable parce que j'ai plein de sujets à aborder avec toi et je suis sûr que c'est un sujet qui vous passionne. D'abord, j'aimerais bien que tu me racontes qui est Alibaba, quel est le groupe, les missions, l'ADN et les piliers du groupe. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet et parler de marketplace, évidemment, qui est le cœur de l'offre, des offres, parce qu'il y a plusieurs entités évidemment. On fera un petit détour, enfin on fera pas un détour, pardon, non, on entrera dans le cœur du sujet qui est le 11-11, le Singles Day, qui est chaque année la fête commerciale e-commerce du groupe et qui se passe le 11 novembre, le 1-1-1-1. C'est pour ça qu'on l'appelle le Singles Day. Ça nous servira de fil rouge pour parler de plein de sujets, de live streaming, de live shopping, de social shopping, de l'illustration du groupe dans son accompagnement dans la transformation digitale des entreprises. On vous donnera des exemples d'entreprises françaises qui utilisent la plateforme, alors des très grands, LVMH, L'Oréal, Kering, comme des plus petits, Ami, Repetto, La Bouche Rouge, qui a fait son lancement en 2021 sur la plateforme justement lors du Singles Day. On vous expliquera comment utiliser la plateforme. On abordera un sujet qui me semble très important, c'est l'international, puisqu'on le dit souvent sur le panier. Les marketplaces sont un bel outil pour aborder l'international, et c'est le cas pour les entités, les assets du groupe Alibaba principalement. Et puis on terminera sur l'avenir. Tu me parleras, je te poserai la question, tu me répondras si tu le souhaites, mais de métaverse, de live shopping, de social shopping dans le futur. Ça nous fait un très très beau programme. Je suis très heureux de t'accueillir. Bienvenue. Merci beaucoup Laurent, ravi de participer à ce podcast. Ça fait combien de temps que tu es chez Alibaba? Ça fait 6 ans et demi. Okay. En fait, j'ai rejoint Alibaba France en 2016. Donc, c'est 1 an après l'implantation d'Alibaba en France. Donc, pour expliquer un petit peu l'histoire de Alibaba. Donc, c'est un groupe global, international, qui est fondé en 1999. Il y a une dizaine d'années en Chine, à Hangzhou. À l'époque, la mission d'Alibaba n'a pas tant changé depuis ces 20 dernières années. C'est toujours, en anglais, la mission, c'est « to make it easy to do business anywhere ». J'adore. Attends, pardon, je l'avais pas, c'est là. To make it easy to do business anywhere. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter la mise en relation commerciale entre les acheteurs et les vendeuses du monde entier. Et c'est surtout encore plus important à l'aide digitale, avec tous les outils digitaux qu'on propose aux partenaires, les marques, les marchands dans le monde entier, de mieux engager et associer avec la clientèle finale. Donc, l'ensemble des marketplaces de Alibaba, on a accueilli 1,3 milliard de consommateurs. Donc, évidemment, nous, on est... Un terrien sur 2. C'est ça, c'est quand même impressionnant quand on le dit comme ça, non? Exactement. Et nous, on est nés en Chine, donc plus qu'1 milliard des consommateurs sont des Chinois qui sont en Chine, et le reste, c'est le 300 millions qui sont hors de Chine. Donc, parce que les activités du groupe... Attends, pardon, j'ai mal compris, tu m'as dit 3 milliards ou 1 milliard 300 millions? 1,3 milliard. 1,3 milliard, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc un terrien sur 4, mais c'est impressionnant. Mais donc quand même pas 30%, mais un quart des utilisateurs qui sont hors de Chine. Okay. Voilà. Parce que comme je disais, en fait, le groupe Alibaba, c'est un groupe global, international. Nos activités, c'est pas uniquement en Chine, mais aussi dans les autres pays dans le monde. Donc, pour vous donner un peu l'idée sur les 3 scopes de l'activité d'Alibaba, le premier, c'est la partie de
de commerce électronique, les marketplaces. C'est notre cœur de métier. On est présent en Chine avec des plateformes que vous avez sans doute entendu parler comme Tmall, Tmall Global, Taobao, Luxury Pavilion. Ce sont des places de marché pour la Chine. Et on est également donc présent. Luxury Pavilion, Tmall, TMA2L si vous l'avez jamais vu, Alibaba et Taobao, bien sûr. Taobao, c'est la plateforme de C2C. C'est aussi la première plateforme de commerce auprès des consommateurs finaux qu'on a lancé en Chine en 2003. Donc, l'origine du groupe, c'est Alibaba.com. Donc, là, je vais mentionner également l'autre plateforme de B2B. C'est là que, on a lancé en 1999. C'est une plateforme de B2B qui facilite les exportateurs chinois d'exporter le monde entier. Donc, c'est à partir de là qu'on a construit l'écosystème. Donc, l'écosystème qui comprenne, les marketplaces en Chine, dans le monde. On est également présent en Asie avec des plateformes comme Lazada, qui est présent dans les différents pays de l'Asie du Sud-Est, Daraz, qui est présent également dans l'Asie du Sud, Trendyol, notre plateforme présente en Turquie. Et à la fin, on a également des plateformes comme AliExpress, qui est présent en dehors de Chine, dans plus de 200 pays, y compris la France. Donc, hormis la partie marketplace, c'est notre cœur de métier, c'est autour de e-commerce qu'on a construit l'écosystème, notamment avec l'infrastructure de services de cloud et aussi le service de logistique qui gère l'ensemble des flux de marchandises à travers ces plateformes de e-commerce. Et l'infrastructure cloud, c'est vraiment le backbone de toute l'infrastructure technologique qui supporte en fait toutes les transactions. Et d'ailleurs, la Chine, Alibaba Cloud, on est le plus grand cloud provider en Chine et aussi dans le monde, on est numéro 3. Et de proposer différentes l'infrastructure technologique pour faciliter les transformations digitales des entreprises. Et puis à la fin, dans notre l'écosystème, on a également une plateforme de voyage qui facilite l'achat des billets d'avion, de l'hôtel et de billets de l'attraction pour la clientèle chinoise. Et puis à côté de nous, on a aussi un filiale qui est un spin-off du groupe, Ant Financial, qui Léa, tu dis? Ant Financial. Ok, Ant Financial. Ant Financial, ce qui propose aussi toute la partie moyenne de paiement, Alipay, qu'on connaît très utilisé par la clientèle chinoise, surtout même pendant le voyage dans l'étranger. Alors c'est Ant, pardon, je l'avais pas, comme une fourmi. D'ailleurs, une fourmi, exactement. Avec Alipay, la plateforme de paiement. Ouais. J'étais en train de me dire que l'explosion d'Alibaba déjà depuis 99, ça date, ça fait 24 ans. Il n'y a pas eu beaucoup jusqu'à récemment, avec peut-être des Encore Store ou autres, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup d'autres initiatives du même ordre, de la même ampleur, qui ont mis en relation des business au sein d'une place de marché. Et je me demandais dans quelle mesure, alors on va pas, pardon, j'étais allé très loin dans ma tête, je me suis dit, on va pas limiter l'essor de la Chine aux 25 dernières années, ça date depuis beaucoup plus longtemps, mais l'essor d'Alibaba a quand même dû beaucoup participer au cours de ces 25 dernières années à toutes ces startups, et j'en ai reçu beaucoup sur le panier, qui ont trouvé très facilement, très rapidement, en tout cas des partenaires en Asie ou dans le monde d'ailleurs, mais via la plateforme pour produire leurs produits. Je pense notamment à un épisode, chères auditrices, chers auditeurs, que je vous recommande particulièrement, avec Nelly, la fondatrice de Sunday. Et Sunday, c'était une petite application qui permet d'envoyer des messages, des vidéos assez proches, et notamment c'est une box qu'on branche en HDMI sur une télé, la télé de sa grand-mère par exemple, son grand-père qui est en maison de retraite par exemple, et nous on a une application qui permet d'envoyer des vidéos, et elle expliquait, ou des messages, et elle expliquait qu'en fait ça a été très facile et très rapide, grâce à Alibaba, de trouver des partenaires pour la construction, la production, le setup, et qu'elle a utilisé au cours des X années de l'existence de la société. Et tu vois, donc pour reprendre le fil de ma pensée, je me demandais en quelle mesure Alibaba a permis le développement de nombre de DNVB produits. Oui, exactement, parce que depuis des vingtaines d'années de développement, comme je disais, la mission c'est vraiment faciliter la mise en relation des vendeurs et acheteurs. Et le flux de commerce électronique international, c'est dans les deux sens. Ce ne sont pas uniquement les marchands, des marques françaises ou européennes qui peuvent vendre aux consommateurs chinois.
On peut aussi avoir beaucoup des matériaux, des produits qui provenant de la Chine, de l'Asie, de accéder aux consommateurs ou des acheteurs à l'étranger. Donc d'où vient en fait la première plateforme qu'on a lancée, c'est Alibaba.com. Il y a une vingtaine d'années et en France qu'on a également lancé cette plateforme pour les exportateurs français. L'année dernière, commencé, et puis cette année, on va aussi accélérer la partie développement, de donner le moyen les exportateurs français aussi de toucher une clientèle extrêmement internationale et dans la partie B2B. Donc, partie wholesale, partie l'exportation en grande quantité pour les acheteurs internationaux. Toujours sur Alibaba? Toujours Alibaba.com. Oui, Alibaba.com, ok. Voilà. Donc voilà, je reviens à la mission pour nous en France. Make it easy to do business anywhere. Ouais. Je l'avais pas, c'est très bien. Donc ça c'est... installation en France, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole, mais 2015, hein, tu m'as dit. 2015, on est implanté en France. On est une petite équipe ici, mais on va focaliser tous les 3 missions. Donc toujours faciliter les marques françaises ou les marchands français de exporter vers la Chine. Déjà premier de faire comprendre en fait l'opportunité sur le marché, quelles sont les tendances des consommateurs et pourquoi c'est important de travailler sur l'exportation. Et aujourd'hui, qu'on compte environ 1800 marques françaises qui sont référencées sur nos plateformes Tmall et Tmall Global. Donc, ce sont les premières plateformes de e-commerce en Chine, à la fois dans la partie domestique. Et Tmall Global, je précise, c'est notre plateforme de e-commerce en transfrontalier, en cross-border. C'est-à-dire, ça permet des marques qui n'ont pas une présence en Chine, également pour exporter depuis la France, depuis les autres pays, donc ils sont présents. Donc la deuxième mission pour nous, c'est aider les entreprises françaises à exporter des produits en Europe ou au niveau international. Donc c'est ça que je parle avec Alibaba.com par exemple, qui peut faciliter l'exportateur de exporter de manière massive et au sein de la partie B2B. Et puis à la fin, la troisième mission pour nous en France, c'est de accompagner les entreprises françaises dans l'adaptation des nouvelles modèles technologiques. Et comme on fait, c'est principalement piloté par l'équipe de Alibaba Cloud. On a une présence ici avec une dizaine de personnes qui accompagnent les entreprises de grands et des petits PME de adopter l'infrastructure technologie dans le service de cloud qui permet la partie transformation numérique beaucoup plus facile, déployer différents applicatifs avec notre infrastructure. Donc ça, c'est les 3 missions qu'on a pour la France. Aujourd'hui, on a des équipes qui peuvent accompagner les marques, les marchands pour la marketplace dans la partie l'infrastructure technologie. Et on a aussi une petite équipe de TiNow, l'infrastructure logistique, qui peut faciliter également les flux de marchandises depuis l'Europe vers la France, ou depuis la Chine vers l'Europe et depuis l'Europe vers la Chine. Vous êtes combien en France? On est environ une soixantaine de personnes ici en France. Oui. Top, on y revient. Pour comprendre un peu comment Michel s'inscrit dans tout cela, toi tu as eu un passé... presque, alors pas luxe, mais on va dire haut de gamme, Alain Figaré quelques années, et puis ensuite le printemps aussi. D'ailleurs, pardon, je fais une petite parenthèse, mais super épisode avec Maud Funaro que je vous recommande sur la transfo digitale du printemps que j'ai sorti il y a quelques semaines. Mais donc tu passes 5 ans chez Figaré, presque 4 ans chez au printemps. Qui sont des marques plutôt premium, que ce soit dans la distribution ou dans le textile. C'était important d'apporter cet ADN-là à la tête de Alibaba. Oui. Je pense que c'est très intéressant mon expérience dans ces maisons qui me donne une bonne connaissance des besoins au sein d'une marque PME, d'une marque historique française dans l'exportation, l'importance de l'exportation. Et ensuite, mon expérience chez Printemps, qui est un grand magasin, plus de 150 ans d'histoire, multimarque.
dans le luxe et premium. Donc, ce qui me donne une dimension différente par rapport à une sorte de place de marché d'une certaine manière, physique. Mine de rien, c'est l'origine de place de marché parce que c'est un grand magasin qui réunit des marques de grandes maisons, des marques de PME et aussi des marques internationales. Donc, du coup, ce que j'ai rapporté chez Alibaba au début, c'est vraiment cette connaissance d'une marque et dans la mode de prêt-à-porter et aussi la vision de distribution retail multimarque. Je me souviens au début, c'est vraiment, je dis pourquoi Alibaba qui peut potentiellement intéresser à moi, mon expérience. Et quand j'ai commencé, c'est vraiment, il y a tout à fait du sens parce que Alibaba, c'est vraiment une extension d'une plateforme de multimarque, multi-pays, international qui peut travailler sur la partie avec des marques PME et aussi des grandes maisons. Et un peu, même avant Figare, moi, j'ai quelques années d'expérience à Hong Kong avec la Chambre de commerce de Hong Kong, le Hong Kong Trade Development Council. La mission, ça ressemble également à Alibaba, c'est dans faciliter dans l'exportation. Oui, d'accord. Et donc donc l'export, c'est vraiment une fil rouge dans ma carrière. Et comment on fait travailler sur la croissance par l'export. D'ailleurs, je pense que c'est un levier important pour beaucoup des entreprises françaises, internationales. Et la Chine, ça reste quand même un pays pour l'exportation avec de très forts potentiels. Un gros marché, un énorme marché, avec une classe moyenne qui a explosé au cours des dernières dizaines d'années. Oui. On parle de plusieurs centaines de millions de... Oui, on parle de 400 millions de classes moyennes qui est potentiellement doublé selon l'étude d'ici 2035. Et 400 millions de classe moyenne, c'est la taille de l'Europe, mais en classe moyenne. Enfin, oui, classe moyenne. C'est un sacré marché. Un sacré marché et beaucoup de potentiel. Et je pense que c'est important pour les marques de vraiment commencer à travailler sur cette clientèle. Et dans le long terme, si on dit, d'ici 2035, c'est 800 millions de classes moyennes en Chine. Le marché, c'est très important. C'est dans 10 ans, n'attendez pas. Avant de refermer la parenthèse sur Michel, quels sont tes objectifs ? C'est quoi ton enjeu ? À quoi tu es jugé ? À quoi tu te juges ? C'est toujours les nombres de commerçants, marchands qu'on peut accompagner et aussi de le faire grandir. Parce que la Chine potentielle est énorme, mais la concurrence aussi, c'est très forte. Je pense que la vraie question, c'est comment on peut l'accompagner, les marques et les partenaires, de grandir et de toucher le marché, explorer le marché et comment mieux travailler avec nos outils et de faire connaître les outils existants, les potentiels existants. Donc ça, c'est le travail de nous, pas que moi, c'est nos équipes ici en France et d'aussi faciliter le maximum nombre de PME. Parce que ça, c'est aussi un objectif important pour nous. C'est les grands groupes, ils ont beaucoup de moyens, ils sont des équipes sur place. Et nous, notre rôle ici, c'est principalement de faciliter ceux qui sont pas beaucoup de moyens sur place locale, de le faire accompagner, de faire connaître les opportunités, les outils digitaux. Je pense que c'est le meilleur moyen de se faire grandir en fait ces entreprises sur le marché. Compris. Et peut-être dernière question, en termes d'international, quels sont les marchés qui sont critiques, stratégiques pour Alibaba, pour le groupe ? Donc ça reste quand même numéro 1, c'est le marché chinois. Bien sûr, c'est là bien sûr. Ouais. Mais à l'international, qu'on est présent dans les différents marchés en dehors de Chine et par exemple en Asie du Sud-Est, donc relativement plus près de la Chine, c'est là qu'on a quand même bien implanté avec 2 marketplaces en question, donc Lazada, donc c'est le place de marché qu'on est présente qui appartient d'Alibaba, qu'on est présente dans les différents pays comme Indonésie, Vietnam, Malaisie, Thaïlande, Singapour et Philippines, etc. qui compte aujourd'hui plus que 1 million d'utilisateurs actifs l'année dernière. Et Daraz, c'est une autre place de marché qu'on a fondée en 2018, qui couvre les pays de l'Asie du Sud, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka et Népal. Comment tu l'écris ? Daraz, D-A-R-A-Z. Oh, ok. Oui. Donc ça, c'est une autre place de marché relativement moins connue, mais ça fait partie du groupe. Donc ça, c'est aussi dans le marché qu'on a développé. Et en termes de présence physique à l'international, donc tu me dis une 60aine en France, vous êtes dans tous les pays d'Europe, vous êtes...
Oui, en Europe, on a 5 bureaux. Ok. On compte environ 600 de personnes en Europe. Et on a des différents bureaux comme ce qu'on a en France. On a un bureau à Milan, on a un bureau à Munich, Londres, Amsterdam et la France. 5 bureaux corporels au niveau du groupe. On a aussi des équipes locales en Espagne aussi pour les différentes places de marché. Donc l'Europe reste aussi un pays important pour nous. D'où vient on a implanté les différents bureaux ici. Parce que l'Europe, il y a beaucoup de très belles maisons, des très très belles marques qu'on souhaite introduire auprès de la clientèle chinoise. Et aussi pour nous, l'Europe, ça reste un levier important pour le globalisation d'Alibaba. Et on y reviendra tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une appétence particulière pour les produits européens, français, haut de gamme, premium. Peut-être de l'acheteur asiatique au sens large, et du coup chers auditrices, chers auditeurs, pensez-y dans vos stratégies de développement. L'événement phare chaque année dans le calendrier d'Alibaba, c'est le Singles Day, le 11-11. Est-ce que tu peux m'en parler, me donner un petit peu d'historique et me dire où on en est aujourd'hui? Oui. Donc 11-11, donc c'est le 11 novembre. Donc comme tu disais, ça c'est les 1-1-1-1. D'où vient en fait l'origine? C'est on lançait une campagne de promotionnelle au début. C'était en 2009. L'année dernière, ça fait la 14e édition de Double 11. Donc c'est le Global Festival Shopping. Et au début, l'origine, c'est une campagne promotionnelle pour les singles, pour les célibataires. Parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de fêtes différentes pour les différentes typologies de clients, mais il n'y a pas encore une campagne pour les singles, pour les célibataires. Donc c'est là qu'on propose des offres, des promotionnelles pour que les célibataires qui veulent acheter des choses pour eux-mêmes. Et donc ça c'est l'origine. Au début, en 2009, on avait que 27 marques participantes. Mais donc c'est une création. C'est une création d'Alibaba. C'était il y a 27 marques à l'époque uniquement. Et l'année dernière, le 14e édition, on compte 290 000 marques qui participent et proposaient 17 millions de produits pour 1 milliard de consommateurs en Chine. 290 000, il faut voir que tu me répètes, 290 000 290 000 marques. Ouais, 17 millions de produits. 17 millions de produits. C'est ça, et 1 milliard de consommateurs. Ouais. Donc, c'est une offre extrêmement large et diversifiée, qu'on peut imaginer l'ampleur de cet événement. Et il y a beaucoup de consommateurs qui a beaucoup d'attentes en fait sur cette période. Dans les années précédentes, le 11-11, vraiment, c'est une shopping day. C'est une journée des offres promotionnelles. Donc c'est pour ça ça donne vraiment un niveau de trafic extrêmement important pendant 24 heures. Et depuis les 2 dernières années qu'on a modifié un peu le modèle pour donner plus de temps pour les marques et les consommateurs de saisir ces opportunités. Donc d'où vient en fait l'année dernière, en 2022, c'est une promotion qu'on a commencé le 21 octobre. Il y a 2 phases, il y a 2 vitrines en fait, de périodes de vente que les marques qui peuvent travailler sur tester des mécaniques commerciaux et aussi les consommateurs qui peuvent avoir plus de temps de saisir ces opportunités. Et donc du coup pour les marques c'est très important période pour engager les clients avec les différentes mécaniques de vente. Et du coup, quelles sont ces 2 phases ou ces 2 périodes? Donc c'est les deux, c'est entre le 21 octobre et 31 octobre. Donc c'est la première phase. Et pour que les clientèles qui peuvent regarder les offres et de finaliser le panier à la fin de la première période. Tu ne peux pas acheter? On peut mettre dans le panier. On peut mettre dans le panier, mais on peut pas acheter. Il n'y a pas l'acte d'achat. Ok. Parce qu'il faut profiter, il faut réfléchir. Donc c'est pour ça, en fait, c'est l'initiative qui permet une consommation beaucoup plus responsable, parce que on a le temps pour réfléchir, de comparer les offres. On a aussi le temps d'en rajouter dans ce panier. Ouais.
Et après, surtout pour les marques qui peuvent avoir une période beaucoup plus longue du travailler, d'engager les clients. Donc, c'est pour ça, pendant cette période, beaucoup des marques qui lancent les différentes mécaniques d'engagement de la clientèle, comme de live streaming, comme le lancement des nouveaux produits, de nouvelles éditions, et pour inciter les clientèles de connaître davantage l'ADN de la marque, l'offre de chaque commerçant. Ok. C'est intéressant parce que ça peut aussi être à double tranchant. Ce que je veux dire, c'est que la marque a le temps de travailler son audience, de raconter son histoire, de pousser ses produits pour qu'ils aillent l'ajouter dans leur panier. Mais si j'ajoute en début de la première phase, je sais pas, fin octobre, des produits et qu'une autre marque m'attire l'œil, tu vois, à la fin de la phase, je vais devoir du coup choisir. Mais c'est intéressant, ok. Donc, mais en tout cas, on donne plus de temps aussi pour les consommateurs réfléchis et des marques de lancer les différentes mécaniques. Et notamment, on a vu beaucoup des marques qui participent dans les live streaming et de proposer les différentes éditions limitées. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, la deuxième phase? C'est deuxième phase, donc ça commence le 1er novembre. 1er novembre jusqu'à le 11 novembre, à la fin de cette période. Donc, c'est là que la marque va vraiment voir le résultat final de cette opération. Donc sur à peu près un peu moins d'un mois, et ça a commencé en 2009, donc on était à la 14e édition, une croissance incroyable, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais 27 commerçants la première année, 290 000, c'est ça, en 2023. Et puis surtout, au cours de ces dernières années, alors plusieurs sujets sur lesquels je veux te lancer, mais tu l'as abordé rapidement, tu as dit une consommation responsable, le RSE, alors en anglais c'est le ESG, je le découvrais en préparant cet entretien, donc le Environmental, Social and Governance, l'équivalent du RSE, pardon. Un enjeu important pour Alibaba? Oui. ESG, c'est un pilier très important dans la stratégie du groupe Alibaba. Donc, en termes de l'objectif environnemental global, Alibaba a engagé depuis 1 an et demi éteindre la neutralité carbone dans notre propre opération d'ici 2030. Donc, ça couvre le scope 1 et 2. Et deuxièmement, c'est de collaborer avec nos partenaires tout au long de la chaîne de valeur pour réduire également l'intensité des émissions de carbone à 50%. Donc ça touche 50% d'ici 2035. Ça touche la partie scope 3. Et on a également un engagement sur la partie scope 3+. C'est réduire l'émission de l'empreinte carbone à 1,5 gigatonnes dans l'écosystème d'ici 2035. Je reviens à l'ADN d'Alibaba, c'est marketplace. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires. Donc c'est pour ça dans notre stratégie de ESG, c'est pas uniquement dans notre propre opération, mais aussi d'influencer, faciliter nos partenaires aussi dans cette démarche et dans cette trajectoire d'ici dans la partie carbone neutralité. Donc c'est pour ça notre engagement c'est sur de scope 1, 2, 3 et 3+. Ok, compris. Et l'autre sujet, enfin les autres sujets sur lesquels j'ai envie de creuser un peu l'évolution du Singles Day ou de la Singles Period maintenant, c'est l'évolution des nouvelles méthodes d'achat. Tu me disais quand on préparait cet entretien que plus de 500 000 nouveaux live streamers ont rejoint la plateforme cette année lors de la période. Oui, donc en fait, la live streaming, pour expliquer, c'est un phénomène que Alibaba a travaillé depuis de longtemps. Il me semble que c'est en 2016 qu'on a lancé le channel, le Taobao Live. Ça, c'est le channel de diffusion et des outils de diffusion des live streaming pour le marché chinois. Donc, on en parlait que ces 2 dernières années en Europe parce que depuis le Covid, on a beaucoup utilisé ce mode de marketing pour faire parler de marque, l'offre de produits. Mais en Chine, on a déjà lancé depuis des années. Et à ce jour, on a beaucoup d'influenceurs dans le tout type d'influenceurs. Et comme je disais, dans les derniers Single Days, on a vu quand même une croissance continue malgré différentes années de développement. Donc on a vu il y a plus de 500 000 nouveaux live streamers qui ont rejoint Taobao Live, notre canal de diffusion, au cours des 12 derniers mois. Donc y compris des différents types de KOL.
Je pense que quand on parle de KOS, les Key Opinion Leaders, ce sont des influenceurs qui ont beaucoup d'influence sur une communauté précise. Dernièrement, on a parlé beaucoup des macro-influenceurs, ceux qui sont des stars, hein, des celebrities qui sont connus, qui peuvent donner une influence extrêmement forte sur leur communauté, sur les publics. Et au fil des années, on a vu en Chine, il y a aussi des micro-influenceurs qui apparaissent. Dieu l'explique comment on peut avoir plus de 500 000 d'influenceurs qui rajoutent des live streaming dans nos plateformes. Donc c'est pendant le double 11, on a vu il y a une énorme croissance en termes de volume et aussi le nombre de live streaming qui sont apparus. Donc ça, c'est aussi des leviers importants pour les différents marchands et des marques de greffer sur cette mécanique et d'avoir pas besoin de beaucoup de moyens, parce que les outils de diffusion sont très faciles à utiliser sur notre plateforme, et aussi ces micro-influenceurs qui peuvent cibler une clientèle très ciblée et avec des coûts relativement raisonnables pour s'engager la clientèle. Clairement, c'est intégré dans mon stratégie d'activation et d'acquisition. C'est de plus en plus facile en plus à mettre en place. Ça peut aussi être très complexe, plus poussé. On en parlait justement avec Maud du Printemps, qui a installé un vrai studio de live streaming, formation, live shopping au milieu du printemps, dans des baies vitrées, donc au vu et au su de tous. Hyper intéressant. Ok. On va avancer justement maintenant sur l'utilisation de la plateforme avec quelques exemples. Mais avant ça, je voudrais juste faire une parenthèse c'est la 12e parenthèse que je fais aujourd'hui, il faut que j'arrête. La semaine prochaine, je reçois Native Union, qui est une belle société qui fait des produits de charge pour téléphone et des pochettes pour PC et tout ça en très haut de gamme. Ils sont basés à Hong Kong. La société est française, ils ont un pied entre Paris et Hong Kong. Et on aborde justement le sujet du RSE, donc du ESG, et comment maintenant ils arrivent à faire des matériaux complètement des produits en matériaux complètement recyclés. Et ils m'expliquent à quel point en fait c'est facile. Alors je vais choisir mes mots avec avec soin, mais c'est facile de le faire en Chine. Lui, il est basé à Hong Kong et la plupart de ses producteurs sont dans la zone de Shenzhen. Et que c'est surtout un mouvement global de l'économie et des manufacturers. Ce qui est peut-être pas une évidence quand on est de ce côté-là du monde. Je vous invite à l'écouter, ça sort la semaine prochaine. Normalement, il est passionnant. Peut-être que tu veux réagir là-dessus. Lui, son point, c'était hyper intéressant, mais il utilise du coup les plateformes évidemment pour trouver des partenaires et acheter ou vendre. Il me disait aussi que c'était très intéressant d'être proche de ses partenaires. Pas mal de sociétés de start-up que j'ai reçues sur le panier me disent qu'elles font 1-2 voyages par an pour aller voir les producteurs, les partenaires qu'elles ont trouvés via Alibaba par exemple. Lui me disait d'être à 1 heure de ton partenaire et de pouvoir aller justement le voir régulièrement faire tes évolutions produits, c'est vraiment critique dans son développement. Ça t'inspire Ah oui, bien sûr. En fait, c'est un bon passerelle de parler comment vend en fait sur les plateformes d'Alibaba. Parce que Alibaba, c'est, comme je disais, la mission, c'est toujours dans la mise en relation entre les vendeurs et acheteurs. Et c'est toujours autour d'un concept de partenariat. Quand je parlais des partenaires pour nous, ça peut être des marques, ça peut être des marchands, ça peut être aussi des partenaires dans l'écosystème d'Alibaba. Il y a beaucoup de service providers. Et quand je parle des places de marché chez Alibaba, c'est un modèle principal chez nous. Et c'est Alibaba qu'on met à la disposition des marchands, des marques et de PME et l'infrastructure technologie. Mais comment travailler sur la partie opérationnelle quand on n'a pas une équipe locale? C'est justement via ces partenaires. Par exemple, peut-être on entend parler le Tmall Partner, le TP. Donc ça, c'est un acte très important dans le concept de marketplace de chez nous. Donc ce sont des partenaires tiers, ce sont des service providers tiers qui prennent en charge toute la partie opérationnelle et lancer les campagnes. Certains peut aussi gérer toute la partie service après-vente, service clientèle, logistique pour les marques qui sont pas une présence locale. Donc voilà, déjà il faut comprendre le concept de marketplace à Alibaba. C'est une plateforme comme une grande place de marché
Et les marques, ils peuvent avoir la main sur le prix, le marchandise, l'offre de produits et aussi toute la partie plan marketing, de pricing et des services après-vente, livraison, etc. Donc du coup, ce sont des partenaires Tmall partners qui sont importants acteurs qui peuvent aider les marques de y travailler. Ce sont des Tmall partners qui sont principalement basés en Chine, ou alors près de la Chine, comme par exemple, comme vous disiez, à Hong Kong. On a aussi pas mal des Tmall partners qui sont passés à Hong Kong, donc qui connaissent le marché, qui maîtrisent la langue et qui connaissent en fait les tendances très proches du marché, qui peuvent faciliter les marques étrangères de saisir cette opportunité. Donc voilà. Et j'imagine qu'il y a un statut certified pour les Tmall partners. Oui. Donc en fait, comme nous, on crée cet écosystème, qu'on a un système de notation des Tmall partners, et aussi qu'on a un réseau de Tmall partners qu'on propose aux marques pour trouver le meilleur partenaire qui correspond leur positionnement, leur catégorie produit, parce que il y a quand même des Tmall partners qui sont spécialisés dans certaines catégories produits. Dans la mode, dans la beauté, ce sont des Tmall partners qui sont différents. Donc du coup, c'est aussi un de notre rôle ici en France de faciliter l'identification de ces partenaires, et pour les marques qui peut faciliter la mise en ligne de produits pour notre plateforme. Est-ce qu'il y a des Tipis des Tmall partners en France? Il y a des filiales ou des correspondants, des antennes de ces Tipeee en France. Okay. Mais l'équipe qui vraiment fait l'opérationnel, ils sont en Chine, souvent en Chine et en Hong Kong. Ça c'est la force, parce que ils sont beaucoup plus proches du marché, qui connaissent les consommateurs, qui maîtrisent la langue. Et il y a des antennes de ces Tipeee qui sont passées en France, notamment pour faire connaître en fait toutes ces opportunités et la façon de le faire. Cool. Est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu peux me partager, parce que tu en avoir beaucoup, des exemples du coup d'acteurs français qui utilisent la plateforme et que vous avez pu accompagner? On en a cité des grands comme des plus petits en introduction. Oui, on a vraiment l'avantage des plateformes d'Alibaba, c'est vraiment les outils digitaux qui sont ouverts à tout. Comme je disais au début, les grands groupes qui sont présents en Chine, naturellement, ils sont aussi présents sur notre plateforme, comme des groupes comme L'Oréal et les marques comme dans la beauté, comme des Clarins, et aussi les marques dans les grandes maisons de grands groupes de luxe qui sont également présents sur notre plateforme dédiée pour l'univers du luxe, Luxury Pavilion, et à la fois les marques relativement plus taille moyen, comme je citais la Bouche Rouge. Donc c'est une marque de clean beauty qu'on est ravis de les accompagner depuis ses premiers double 11, et aussi des autres marques qui lancent avec grand succès sur le marché chinois, comme Ami Paris, et aussi les marques comme Repetto qui sont présents en Chine aussi, commencer devant en fait sur la plateforme de Tmall. Alors on creuse dans une seconde, je fais juste un commentaire positif, un compliment à la Bouche Rouge, dont j'adore la DA, à la fois sobre et vive, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, la Bouche Rouge, venez nous raconter votre histoire, et puis surtout votre expérience vers l'Est, votre expérience Alibaba vers la Chine. Est-ce qu'on peut détailler l'un de ces... Donc tu m'as dit la Bouche Rouge, Repetto, Ami comme exemple, pour les plus grands, Estée Lauder, Lancôme, LVMH, L'Oréal, Kering évidemment. Est-ce que tu peux me rentrer dans le détail d'un process, d'un de ces... En fait, pour accompagner les marques de grands et des petits, nous souvent en fait notre rôle ici en France, c'est vraiment de expliquer le place du marché. Et on a une équipe ici en France qui peut accompagner les marques déjà premièrement de trouver les bonnes façons de le faire. Et comme je t'explique, on a des différents modèles de business, et au sein de chaque plateforme, on a aussi des différentes façons de vendre. Quels sont les différents modèles de business? Donc par exemple, quand je parle pour la Chine, on a le Tmall domestique, qui est une place de marché dédiée pour les marques qui sont déjà présentes en Chine, ou les produits qui sont importés pour le marché chinois. Donc via des distributeurs locaux. Via des distributeurs locaux, c'est les marques qui sont exportées directement. Et pour ceux qui ne sont pas encore une équipe, ou les produits ne sont pas encore importés en general trade, on propose également toute la partie plateforme de cross border,
qui s'appelle Tmall Global. Donc, c'est notamment la même chose qui a commencé en Tmall Global. Et c'est là que, on a besoin beaucoup plus d'accompagnement d'ici en France, d'identifier les opportunités et aussi les partenaires qui peuvent faire confiance de développer ce marché. Mais si je rentre sur Tmall Global, parce que je suis pas encore distribué en Chine, je suis accessible au marché chinois. Exactement. On est d'accord. Donc ça c'est l'avantage des plateformes digitales comme nous. Et au sein de Tmall Global, il y a différents formats qui peut adapter aux besoins des marques en termes de niveau d'investissement, la maturité de l'export vers la Chine. Et donc du coup, c'est notre l'équipe ici qui peut accompagner les marques de trouver la meilleure façon de le faire. Donc première étape, c'est de contacter les équipes d'Alibaba France. Ici, il n'y a pas en France. Si on n'est pas encore distribué en Chine, pour accéder à Tmall Global. Il y a une étape aussi qui peut être de trouver un partenaire qui est Tipeee, Tmall Partner. Ouais, des Tmall Partners. Dont certains acteurs basés en Asie ou en Chine ont des antennes en France. Une fois que j'ai contacté tes équipes pour me lancer sur Tmall Global, quels sont les next steps? Next step, ce sera travailler sur le plan opérationnel, de bien définir la stratégie du marché, quelles sont l'offre de produits à mettre sur la boutique, sur notre plateforme. Et aussi, c'est important, comme aujourd'hui, le thème, c'est double 11 par exemple, c'est important de connaître aussi le calendrier de marketing en Chine qui est un petit peu différent par rapport à l'Europe. Donc, le Singles Day, novembre, évidemment, c'est le plus grand l'événement de l'année. On a aussi en juin une deuxième l'opération importante. Et tout ça, c'est du temps pour se préparer à l'avance. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est pas encore, c'est pas trop tôt de préparer le double 11 de cette année. Le double 11 2023, il est temps de vous y préparer si ça vous intéresse. Ok, je comprends. Donc, trouver un Tipeee ou contacter Alibaba pour aller vers Tmall Global, comprendre le calendrier, les marronniers de l'année, donc les deux fêtes, celle de juin, celle de novembre, le Singles Day. En juin, elle s'appelle comment? En juin, elle s'appelle le 618, le 18 juin. 618. Ouais. C'est la deuxième plus grande promotion de l'année chez nous. Et c'est aussi une opération importante pour les marques de tester certaines mécaniques initiatives en amont de Festival Shopping de double 11. Le Global Shopping Festival du double 11. Pourquoi le 18 juin? Parce que c'est milieu de l'année qu'on propose aussi pour les différentes offres et dans une occasion aussi de se préparer pour la fin d'année. Bon, ne ratez pas l'appel du 18 juin, pardon. J'étais obligé de la faire. Poser sa stratégie, j'imagine. Et du coup, il y a une question qui est importante à se poser, c'est l'international. Comme on le disait en intro, les marketplaces sont pour beaucoup un moyen efficace et rapide d'aller tester ou de se lancer de manière pérenne sur un marché. Mais pour ça, il faut d'abord, j'imagine, définir sa stratégie. Donc, c'est très important de définir la stratégie. Et parce que, comme je disais, le marché est très important dans les différents pays, mais la concurrence aussi, c'est très forte. Donc, c'est très important de bien définir, de tester et de voir comment on peut améliorer la stratégie via tous les outils digitaux qu'on met à disposition. Mais du coup, dans l'univers, dans la galaxie Alibaba, il y a aussi des acteurs logistiques qui peuvent m'aider à pousser mes produits vers l'Est, vers l'Asie. Oui. Exactement, c'est pour ça on a une équipe de logistique qui s'appelle TaiNow. C'est aussi une équipe en Europe qu'on est présent de faciliter et le flux de marchandises entre l'Asie et l'Europe. Donc on a un hub logistique en Europe qui facilitait en fait les flux de marchandises depuis la Chine vers l'Europe, et on a aussi des équipes qui peuvent aider les entreprises d'exporter via la plateforme logistique en France et en Europe de vers la Chine. D'accord. En parlant d'international, j'imagine qu'en plus, dans une période un peu trouble en termes de frontières, parce que les frontières s'ouvrent, se ferment à travers le monde, c'est pratique, c'est utile. J'imagine ça peut aider dans cette période de passer par Alibaba et vos équipes. Exactement. Donc c'est ça, c'est pour ça nous les digitaux, ça permet ces développements internationaux sans avoir besoin une présence physique en Chine.
C'est pour ça pendant la période de Covid, on continue d'accompagner les marques. C'est encore plus important qu'on est présente. Et parce que jusqu'à maintenant, dans les 2 dernières années passées, c'est difficile de voyager en Asie. Donc maintenant, avec la fin de restrictions de voyage. Donc on est ravis de recommencer en fait tous les échanges en termes de voyage et les équipes en Chine chez nous qui peuvent aussi venir facilement de voir leurs partenaires et les partenaires qui peuvent facilement également voyager en Chine et en Asie pour voir leurs équipes et pour être plus près des consommateurs. Donc, j'ai contacté un Tipeee Partners ou Alibaba pour aller sur Tmall Global. J'ai compris le calendrier. Il n'est pas trop tôt pour préparer le Singles Day 2023, c'est ce qu'on a dit. J'ai posé ma stratégie de développement à l'international. Ça y est, je me lance. Qu'est-ce qu'il faut savoir et quels sont peut-être les pièges à éviter ou les recettes gagnantes pour qu'est-ce qui a bien marché pour Bouche Rouge ou pour Ami? Donc, c'est très important de vraiment bien travailler avec les Tmall Partners et de rester très proche de la tendance de consommateurs. C'est pas parce qu'on trouve un partenaire que on va tout confier le e-commerce et de laisser faire. Donc ça, c'est très important de dire quand j'ai défini ma stratégie, j'ai trouvé un partenaire et je suis bien les résultats. Donc, au sein de notre plateforme qu'on propose parmi les outils à disposition des entreprises, c'est aussi toute la partie analytique. Les marques qui peuvent avoir l'accès sur les informations sur leurs ventes sur la plateforme, comment la clientèle a évolué au sein de son présence sur notre plateforme. Donc c'est très très important de suivre tous les développements, l'analytique de ce magasin et de optimiser les différents leviers de marketing qui sont mis en place. Et en termes d'analytics, j'ai évidemment accès à mes ventes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des tendances aussi sur la plateforme, les catégories qui évoluent, oui. En fait, les recherches? Ce sont des outils qui sont à la disposition de chaque marchand sur notre plateforme. Donc c'est derrière, ils ont des back-office qui peuvent avoir l'accès sur, bien évidemment, leur vente et aussi la grande tendance de sa catégorie. Et donc, ils peuvent faire référence, quelles sont la tendance dans sa catégorie, quels sont les mots-clés qui est le plus utilisé, quels sont les leviers marketing qui marchent bien. Donc ça, c'est des informations, des insights que les marques qui peuvent utiliser pour optimiser leur stratégie. Quel type de levier marketing? Donc, par exemple, comme je disais, les live streaming, tous les campagnes, parce que là, on a cité des grandes campagnes comme Double 11 et courant l'année, il y a aussi des différents mises en avant des produits, des catégories que les marques peuvent utiliser et d'optimiser. Et aussi de mise en avant des nouveautés avec. Et les campagnes se font en retail média, en achat média sur la plateforme. Quels sont mes outils? Ce sont des campagnes qui sont disponibles en fait sur la plateforme. D'accord. Que régulièrement les catégories managers qui va solliciter les marchands, les marques de voir quelles sont les campagnes qu'ils souhaitent participer. Et donc du coup c'est très important de mieux utiliser, de trouver de définir le bon produit sur le bon prix et aussi un bon angle de accéder à ces campagnes. D'accord, compris. Question qui me passait par la tête, mais l'usage de l'email. En relativement Chine. Rare en Chine. Okay. Souvent c'est très mobile. En fait, dans la plupart, moi je dis plus de 98% de nos ventes sont réalisées sur mobile. Et c'est très orientation sur l'application. C'est un peu différent. C'est pour ça, en fait, c'est une telle adaptation en termes de stratégie de vente pour les marques étrangères, pour le marché chinois. Ils sont pas trop dans email. Ils sont beaucoup plus sur les mécaniques de vente dans l'application, très mobile. C'est pour ça qu'il y aura pas mal des push au sein de l'application que les marques peuvent utiliser. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler courant l'année, de créer cet engagement avec les clients chinois, avec tous les mécaniques d'engagement et sur l'application pour faciliter cette mise en relation. 98%, tu me disais, c'est de l'usage mobile de l'application. Ouais, des ventes en fait sur l'application. Des ventes 98%. En fait, moi je disais pas uniquement c'est mobile oriented, c'est mobile only. Okay. C'est vraiment mobile only. C'est pas mobile first, c'est mobile only. C'est hyper intéressant.
est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Est-ce que, sans les citer, mais parmi les partenaires que vous avez pu accompagner dans leur lancement sur Tmall, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et qui auraient peut-être qui n'ont servi à rien ou qui ont Je pense que voilà, le marché, c'est un marché, il faut y travailler dans le long terme. C'est pour ça qu'il faut y avoir une vision long terme, comment ils souhaitent aborder ce marché. Et il ne faut pas lancer des opérations juste one shot, en très court terme, parce que la clientèle chinoise, il faut construire l'image d'une marque ou l'offre produit. Donc, c'est moi que je conseille toujours les marques de traverser une stratégie de long terme, mais pas saisir une opportunité très courte et très bref. Et c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et aussi des moyens. Mais avec les outils qu'on met en place, ça peut aussi relativiser par rapport au potentiel du marché. Formidable. Ce sera peut-être un épisode sur les 10 étapes pour se lancer. J'aime bien. Donc, trouver un type de partenaire, contacter Alibaba, vos équipes locales en France ou ailleurs en Europe si vous êtes installé là-bas, comprendre le calendrier et les marronniers de l'année. N'oubliez pas le 6-18, 618, et ne tardez pas à préparer déjà l'événement de fin d'année. Tout ça en filigrane, pensez bien évidemment à penser votre stratégie de développement et d'international. Objectivement, la galaxie Alibaba est la mieux placée pour vous aider à aller vers l'Est, vers l'Asie, peut-être vers le reste du monde aussi avec AliExpress. AliExpress, aujourd'hui, le focus, c'est vraiment faciliter l'accès de produits des consommateurs français, l'accès des produits directement de l'usine. Donc, okay. Principalement, ça vient de l'Asie et la Chine pour le consommateur français. Ouais. Pardon, je pensais pas à AliExpress, je pensais si, c'est ça, pardon. Écoutez les tendances du marché, et pour ça vous avez plein d'outils d'analytics que vous donne la plateforme pour comprendre j'imagine les requêtes, les analytics, les tendances et évidemment vos ventes. N'oubliez pas le retail media et les leviers marketing comme le live streaming ou les campagnes d'activation. Et voilà, et surtout bien comprendre que, alors ça c'est quand même dingue, 98% de l'achat se fait sur mobile. Évidemment, si vous êtes sur la plateforme, ça ne vous concerne pas, mais en termes de réflexion sur les assets, les titres, les photos, les vidéos, pensez bien que ce sera vu sur un mobile. Donc lancement de Bouche Rouge en 2021, pardon, il y a 2 ans lors du Singles Day. Ils sont toujours sur la plateforme évidemment, comme Repetto, comme Ami. Oui, exactement. Et tu me parlais aussi un peu plus tôt de Luxury Pavilion, qui fait aussi partie de la galaxie, où plus de 200 marques françaises. 200 marques internationales. Ouais. Haut de gamme sont sur Luxury Pavilion. Okay. Donc c'est au sein de Tmall qu'on a lancé Luxury Pavilion qui a fêté le 5e anniversaire l'année dernière. Donc on est ravis dans cette développement de faciliter en fait pas uniquement les différentes marques dans le monde entier, mais notamment les marques dans l'univers de luxe. C'est aussi qui est une très bonne démonstration de notre modèle de marketplace. Parce que je rappelle, marketplace chez Alibaba, c'est vraiment de donner 100% de pouvoir aux marques de maîtriser l'offre produit, le pricing, positionnement et aussi toute la campagne de marketing, service et jusqu'à la relation client, la partie programme de fidélité en marque. Donc ça rejoint beaucoup sur la politique des maisons de luxe, d'avoir cette continuité dans la matrice, dans le parcours client. Donc aujourd'hui, qu'on a deux centaines des marques internationales dans l'univers de luxe sur Luxury Pavilion, et c'est aussi ces parties-là qu'on a pas mal des nouvelles initiatives lancées en partenariat avec ces marques. Alors ça me fait une belle transition parce qu'il y a eu une opération un peu particulière de Luxury Pavilion et de Metaverse, et ça nous permettra d'atterrir en douceur sur ta vision, ta compréhension, tes convictions sur le futur de l'e-com et de l'achat.
le métaverse, comment est-ce qu'il est perçu, utilisé en Chine? Oui, en Chine, par exemple sur l'Archer Pavilion, ils ont lancé le upgrade de Metaverse avec nous sur notre plateforme, qui propose en fait les différents événements, par exemple toute la partie réalité augmentée, avec les défilés de fashion shows. Et l'année dernière également, ils ont lancé une sorte de, on s'appelle le MetaPass, qui facilite en fait les clientèles cibles d'avoir un accès sur les digital collectibles. En Chine, ce sont des versions digitales des différents produits proposés par les maisons. Donc ça, c'est des outils... La version digitale que j'ai, donc un NFT en gros, c'est ça. La version digitale que j'ai, si j'achète le produit, ou je peux acheter l'un ou l'autre? En fait, en Chine, il n'y a pas une sorte de NFT, on n'a pas toujours des digital collectibles, parce que ce sont des versions digitales de certains produits ou certains offres qui ne sont pas tradable. On peut pas transférer en termes de propriété. Et donc, ce sont des marques qui proposent, aux consommateurs, notamment sur, une sélection une belle clientèle qui a l'accès à ces produits. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le MetaPass, qui facilite cette mise en avant de ces produits et pour les consommateurs. Mais donc, l'usage, pour revenir à ce que tu disais avant, c'est plus une réalité augmentée qu'un métaverse à proprement parler, comme on peut le tester. Oui, donc c'est plutôt un accès sur extended reality et pour que une sorte de magasin virtuel pour les commerçants de proposer les différents produits qui sont digitales et c'est ça en fait sur le marché Pavilion qu'on a lancé ça l'année dernière. Et du coup, on ne dit pas du coup en français, Laurent. Et je me permets du coup de rattacher ça au social shopping. Tu as dit qu'il y a eu une explosion des KOL, Key Opinion Leaders, donc les influenceurs. C'est là aussi, j'ai plusieurs invités sur le panier qui me disent à quel point on est en avance en Chine sur le social shopping, le social commerce. Exactement. Quand dans la continuation de l'initiative de l'Archer Pavilion, par exemple, quand on parle de social shopping, il y a beaucoup de live streaming qui ont été faits dans la plateforme. Et sur l'Archer Pavilion, c'est vraiment aller au-delà de social shopping pour le grand public, parce que là, ils ont lancé également toute la partie VIP live streaming. C'est des live streaming qui sont dédiés pour une sélection de VIP. Ce sont des live streaming qui sont uniquement sur l'invitation. Donc c'est pour ça en Chine qu'on est vraiment à l'avance de développement de social shopping. On a bien évidemment des live shopping qui sont pour le grand public. On a des micro-influenceurs. Qu'on a également toute la partie live streaming dédiée pour des VIP avec sur l'invitation avec une attention dédiée. Donc c'est pas du one-to-one, c'est quand même du one-to-many. C'est one-to-many. En fait, il y a différents formats. Ça peut être one-to-many. Non, pardon, excuse-moi, je vais quand même le traduire, même si je m'autorise des anglicismes sur le panier. Je demandais si c'est un acheteur pour un vendeur, donc il s'apparente à du personal shopping. Oui, c'est plus près de personal shopping. D'accord. C'est une évolution, en fait, en termes de... VIP live streaming. VIP live streaming. J'adore, ok. Passionnant. Eh bien, merci infiniment, Michel. On a fait un grand tour. Est-ce qu'il y a des sujets que j'aurais, parce qu'on a changé l'ordre à un moment. Est-ce qu'il y a des sujets que j'aurais oubliés dont on pourrait parler? On a, je crois, fait ce grand tour. En tout cas, c'était passionnant. To make it easy to do business anywhere. C'est straightforward, c'est très clair et limpide comme mission et j'entends bien la manière dont le groupe Alibaba y répond. Merci infiniment Michel pour ton temps, c'était passionnant. Merci Laurent. C'était ton premier podcast. Oui. Bon, ça va, tu t'en sors très bien. Mieux que beaucoup. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Michel Lau, Lau, sur LinkedIn si vous avez des questions. Évidemment, contactez Alibaba et les équipes françaises. Comment on les contacte ? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tout simplement. Peut-être contacter Laurent. Ou via moi, et je ferai passer les introductions. Merci Michel. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée et à toi aussi, évidemment. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.